Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Alors, pour toute recrue qui entre au GIGN, il est demandé le SIGICOP. Donc, je cite le S, ceinture scapulaire et membre supérieur, le Y, ceinture pelvienne et membre inférieur, le G, état général, le Y, yeux et vision, le C, sens chromatique, le O, oreille et audition, et le P, psychisme. Pourquoi vraiment ces critères sont très importants? Si vous voulez former un homme capable de répondre dans une situation particulière qui met sa vie en danger, où il expose sa vie, si vous voulez former cet homme, il faut éviter, on évoquait ça tout à l'heure dans une autre question, qu'il ait lui-même des handicaps sur, par exemple, sur le vertige. Bien sûr, par exemple. Parce que s'il doit approcher l'objectif alors que l'immeuble dans lequel il se trouve l'événement est très haut, et que le vertige va être un handicap, c'est un exemple. Oui, si l'opération dure des heures, si il a un problème avec le vide, oui, absolument. ça va. S'il voit mal la nuit, par exemple. même si on a maintenant des intensificateurs de bruyance, à l'époque ça n'existait pas, mais malgré tout, la nuit inverse beaucoup de perceptions bien sûr. Et déstabilise beaucoup. Or, c'est un élément de surprise important. Rappelez-vous, dans l'ancien temps, très ancien, il n'était pas noble de faire la guerre la nuit. Par exemple. Oui. Donc on se faisait la guerre de jour. Mais souvent les attaques, on voit vos attaques en général, mais c'est en général, je pense, les militaires, c'est toujours à l'aube un peu, hein, oui. En général. Pourquoi à l'aube spécialement d'ailleurs? Parce que d'abord c'est perturbant. Voilà, c'est ça. C'est un moment du passage du jour et de la nuit qui après soit une fatigue, si par exemple vous avez fait une prise d'otage, vous êtes obligé de veiller, soit tous les traumatismes qui se passent la nuit. Bien sûr. La nuit, on parle pas de cauchemars de jour. Non. Les cauchemars, c'est votre subconscient la nuit. Et même quand vous vous maintenez éveillé, vous avez tendance à imaginer des choses que vous imagineriez pas de jour. Parce que le corps, la nuit, normalement, dort. Oui, normalement. Oui. Mais justement, est-ce que vous êtes un gros dormeur, vous, par exemple? Est-ce que vous avez l'habitude de ne pas dormir longtemps? Alors moi, je ne suis pas comme l'étaient les grands de ce monde, dont on sait que, moi par exemple, j'ai servi le président Mitterrand pendant 13 ans, c'était un petit dormeur, mais surtout un peu, pas mon maître à penser, mais mon modèle tactique, c'est Napoléon. L'empereur dormait très peu. Il a écrit... Léonard de Vinci, 2 heures, 3 heures. Il a écrit le Code civil... La nuit. En préparant la bataille des lots. C'est un truc de fou. Et vous dormez en moyenne? Bon, maintenant, on va dire, peut-être vous prenez un peu plus, mais avant? Je dormais 6 heures, quoi, à peu près. Ah ouais, donc c'est une moyenne quand même. Je me couche très tard et je me réveille assez tôt, quoi. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais. Alors, que signifie l'écrit? E-C-R-I, hein? Alors, l'écrit est l'ancêtre du GIGN, d'accord, ou du moins le précurseur.
précurseur, puisque la formation que l'unité que l'on m'avait demandé de préparer avait pour vocation de faire une unité nationale après. Alors, dans un premier temps, comme elle était pour la première région militaire, elle s'est appelée Équipe Commando Régionale d'Intervention. Voilà. Alors, on trouve déjà le mot intervention dedans. Voilà. Et on trouve le terme que je voulais pas qu'il soit, qui est commando, parce que ces unités sont tous sauf commando. D'accord. Alors à 17h, Maison Alfort, le 3-10-73, le choix de vos gendarmes est fait. Êtes-vous déjà très opérationnel? Non, bien évidemment. Au moment où j'ai choisi mes hommes, et c'est le problème que l'on rencontre généralement. On a l'impression qu'il suffit d'habiller les gens comme des Robocop pour qu'ils soient Zorro. Pas du tout. Tout le secret de ce boulot, tout le secret, c'est l'entraînement et la préparation, et la formation psychologique. Si vous ne formez pas les gens, alors d'abord, pourquoi la préparation technique et tactique? Parce que c'est celle qui est l'extension de vos sens. Vous pouvez courir, grimper, être résistant, etc. Ensuite, la formation tactique, voir tout de suite ce qui ne va pas, ou aller réagir si par hasard ce que vous avez prévu ne se déroule pas. Et il faut que chacun de vos hommes, alors que vous avez préparé un schéma tactique bien précis, ait la possibilité de faire, si un impondérable arrive, de sa propre initiative, puisse avoir l'initiative qui va permettre à la mission de continuer. Ce qui fait que ce n'est pas simplement des exécutants, ce sont des gens qui sont le plongement de vos yeux quand vous êtes le patron, et sont capables à un moment d'appliquer quelque chose que vous ne leur avez pas dit, mais que vous leur auriez dit si vous étiez à côté d'eux. Donc ça doit être biunivoque, cette espèce de dualité entre la manière de former les gens, la manière de percevoir la mission, et la manière de l'exécuter, elle vient de la formation. Et cette formation, c'est quelque chose qui est important et long. Très long. Qui doit être long. Je voulais savoir quelle est la différence entre le punctum proximum et le punctum remontum. Alors,
C'est de l'optique, hein. C'est Oui. quelque chose qu'il faut savoir D'accord. quand on forme les gens au tir. D'accord. C'est-à-dire que naturellement, votre œil, du fait de la contraction du cristallin qui est nécessaire, c'est des petits muscles sur le cristallin, Bien votre sûr. cristallin, c'est pour ça où on est myope, où on le devient, Ouais. mais c'est un problème d'élasticité du cristallin D'accord. qui fait que il y a une mise au point qui se fait comme sur un appareil photo D'accord. dès qu'on est au-delà d'une certaine distance. D'accord. Alors, le punctum remotum, c'est la distance où il faut que votre œil s'accoutume à la distance. Naturellement, si je ne vous regarde pas, ouais. mon œil se met tout de suite au repos et il se met à la vision à l'infini. C'est ça. Dès que vous devez faire lire ou aller jusqu'à une distance, donc le punctum remotum, il se contracte pour que la lentille que représente votre cristallin, cette lentille fasse une image nette. Sinon, votre image serait floue. Ben oui. Ce qui fait qu'en vieillissant, comme cette élasticité se fait moins, puisque le cristallin devient plus dur, vous êtes obligé de porter, pour la plupart des gens, à partir de 50 ans, de porter des lunettes de vision près pour adapter votre punctum remotum, qui fait que vous êtes obligé d'allonger votre distance quand vous voulez lire. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a besoin de lunettes. Et donc d'où après la cataracte. Et dans le tir, cette distance est très importante parce que votre œil a tendance à se mettre à l'infini. Bien sûr. Et que au moment où vous mettez une arme entre les mains d'un tireur, il faut que ce soit le guidon, donc qui est la partie qui est au bout de votre bras, bien sûr. Et au bout de votre arme, c'est cette partie-là qui doit être nette, et non pas la cible. Parce que quand vous avez besoin de viser quelque chose, vous avez tendance à vous fixer sur votre objectif. Bien sûr. Et cette problématique de distance est indispensable à faire acquérir, à faire comprendre à quelqu'un que l'on doit former pour devenir un tireur d'élite. Qui comprenne que la vision la plus importante pour lui, c'est la vision proche. Puisque si son guidon, le guidon de son arme, est flou, à ce moment-là, l'erreur qu'il commet est beaucoup plus importante que s'il est net. Donc il vaut mieux avoir la cible floue et avoir le guidon net. D'accord. Donc c'est juste de la technique de tir. Pour le public, c'est très bien. Après les conséquences du premier attentat à Munich en 72, pas mal de pays font des groupes d'élite. Étiez-vous au courant à l'époque, vous-même? Alors, les gens préparent des unités d'élite, dont l'Allemagne, qui préparera le GSG-9, mais après nous. D'accord. Paradoxalement. Oui. Le GSG-9 sera opérationnel un an après nous, à peu près. D'accord. Parce qu'ils ont cherché, parce qu'ils avaient une problématique qui était celle de la formation des hommes. D'accord. Comme l'armée, depuis la guerre, avait pas bonne presse en Allemagne, et avait des contraintes d'utilisation des armes d'intervention et tout, ils ont choisi le Bundesgrenzschutz, qui étaient les gardes frontières, qui avaient plus l'autorisation que les militaires d'utiliser les armes. Et le GSG-9, le GSG-9, a été formé au sein du Bundesgrenzschutz pour avoir une formation paramilitaire, parce que le Bundesgrenzschutz avait une formation militaire, ou paramilitaire, puisqu'ils n'appartenaient pas à l'armée, mais au ministère de l'Intérieur. Et c'est le général, enfin à l'époque le colonel Wegner, qui sera en charge de ça, qui deviendra un ami, qui aura cette formation en charge. Donc, et nous aurons les premiers échanges avec cette première unité, qui est la première avec le GIGN,
qui sera opérationnel un peu après nous. J'y tiens. Oui, non, mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est vous le premier, vraiment? Donc c'est d'accord. Voilà. Et en particulier, aura au départ plus une formation tactique commando qu'une formation spécifique militaire, de type intervention GIGN. Super. Alors, vous avez formé vos gars au tir et au combat, évidemment, mais pensez-vous qu'en ce moment, on voit, c'est le Krav Maga qui est le plus employé de nos jours. Vous pensez que c'est vraiment efficace, vous, le Krav Maga? Est-ce que c'est pas l'ancêtre du close combat, quelque part, un peu, sauf que c'est israélien, quoi? Il y a toujours eu des modes. Voilà. À partir du moment où nous, ce que l'on a fait, oui. alors le jeu est haïssable, mais il est important de savoir que, bien sûr, j'ai pris le judo au départ, parce que c'était une technique qui permettait de faire des roulades, de faire des chutes, d'avoir un lien avec le sol, avoir du corps à corps, qui est souvent, puisque le combat au sol est prépondérant, est important au judo, parce qu'on sait qu'à un moment, il fallait affronter celui que l'on doit arrêter. Bien sûr. Mais il y avait aussi l'aïkido, et du karaté. Donc, on a fait très rapidement, avec l'arrivée de Paul Baril, du full contact, même si au départ, on faisait, nous, du karaté, des premiers coups de karaté. Mais le judo avait cette faculté que c'est un sport qui amène une mentalité différente. Le mental, beaucoup. Il y a le mental au judo, le fait de se concentrer, du respect de l'autre, du respect des ancêtres. Au judo, on salue le tapis, on salue le partenaire, l'adversaire. Il y avait des choses que j'avais apprises moi au judo, en faisant de l'enseignement du judo, qui me paraissaient la base essentielle. Et puis après, il y avait la synthèse avec de la boxe française, de la boxe classique anglaise, simplement parce qu'il faut savoir encaisser des coups. Et cette synthèse d'aïkido et tout était ce que l'on apprenait aux gens. On ne leur demandait pas d'être des champions de judo. On leur demandait à savoir saisir un type, faire des roulades, connaître quelques mouvements de hanche, de balayage. Ensuite, en aïkido, connaître des mouvements pour désarmer quelqu'un, etc. En karaté, pour avoir des sauts avec des frappes à distance. Ou comme à la boxe française, pied et poing, qui était pied et poing. Voilà. Donc, le Krav Maga, en fait, c'est une synthèse d'un certain nombre de techniques de combat, où on prend les techniques les plus à même de pouvoir neutraliser quelqu'un. Au plus vite. Au plus vite et le plus efficace. Bon, moi j'ai appris le Yosekan Budo, karaté, judo et aikido mélangé, de maître Hiro Mochizuki, japonais. Donc c'est ça, hein? Oui, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Après, il n'y a que le nom qui change. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Est-ce que les entraînements hélico étaient difficiles pour vos gars? Parce que vous instaurez ça après vous. Alors, le problème de l'hélico, c'est qu'il était utilisé au départ pour se déplacer d'un point A au point B. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais on utilise le traheu pour dégager des gens et tout, mais pour les approches d'immeubles très élevés, les plus discrètes possibles, est-ce que ce qu'on utilisait, nous, dans le cas des approches de bâtiments, qui était la descente en rappel, cette descente en rappel ne pourrait pas être effectuée à partir d'un hélicoptère. Et j'avais un de mes camarades de promotion qui était responsable de la section hélicoptère, qui était à ce moment-là à Villacoublay. Exact. Et je lui ai dit, est-ce que je ne pourrais pas accrocher une corde à ton treuil? Il m'a dit, écoute, tu viens, on va essayer. Et on a fait les premières descentes en rappel d'hélicoptère comme ça. Petit à petit, on les a faites de plus en plus haut. Et les descentes hélicoptères que nous faisions à l'époque étaient de 120 mètres. Et on descendait, en gros, à la vitesse de la chute libre. Ah, quand même. Avec pas de descendeur. Hein. Non. Un mousqueton, un petit harnais. Au départ, on n'avait pas de harnais. On avait ce qui était utilisé en montagne. On appelle ça comment dirais-je,
Une ceinture? Oui, non, pas une Un autre. ceinture. C'est un anneau d'encordement. D'accord. Et on faisait ce qu'on appelle une descente en slip. Ah oui. Parce que l'anneau, on faisait avec cet anneau d'encordement, Hein? les montagnards, avant d'avoir des harnais qui étaient inventés par Rébuffat, utilisaient ça. Cette technique. Cette technique. Petite parenthèse, c'est vous qui avez géré une partie du film, bien sûr, de Peur sur la ville. Oui, et c'est votre équipe qui descend oui. Après le combat de Jean-Paul et puis son agresseur. Oui, Hein? en fait, Verneuil avait vu un des premiers films de télévision qui avait été fait par Jean-Claude Bourré sur TF1. Sur votre équipe et sur vous-même. le GIGN, bien sûr. où on faisait des descentes en rappel d'hélicoptère. Hop. Et il avait été impressionné, et il avait demandé à la gendarmerie d'avoir le GIGN comme figurant. Super. Dans le On est plus que ça, là, on est silhouette. Voilà. Et en fait, Jean-Paul, Oui. ne descend pas en rappel. Il est, lui, accroché Oui, on se au rappelle. train. On se rappelle la scène. Hein? Ouais. Bravo. À ce stade, qu'est-ce que les grosses huiles, comme on dit dans le jargon militaire, pensent-ils de votre travail quand ils vous rendent visite, justement? Alors, très rapidement, le GIGN, surtout avec les descentes à rappel qui sont arrivées très vite. Hein. Très vite, ouais. C'est-à-dire que dans les premiers exercices, j'ai fait surtout du tir, les 4 premiers mois, puisque la gageure était que dès qu'on nous a... j'ai eu sélectionné les 17 premiers, Bien sûr. On m'a donné une date butoir pour être opérationnel. C'est ça. C'est-à-dire le 1er mars. D'accord. 74. D'accord. Ce qui me semblait vraiment une gageure. Hein, bien sûr. Même si on était 17. Et d'ailleurs, on aura une opération pratiquement le lendemain du jour où on était opérationnel. Mais comme on était peu connu, c'était difficile d'obtenir la possibilité d'intervenir. Bien sûr. On n'avait pas encore les FRF1, on avait les 49-56 à lunettes, les FRF1 étaient pas... On n'avait pas encore réussi à les voler à l'armée française, qui pourtant ne les utilisait plus, les trouvant pas très bons. Ah ouais. Mais pour les militaires, donner des fusils à des gendarmes, c'était un problème. Alors pour en revenir à votre question, je m'étais inventé une tenue. D'accord. Venue de nulle part. Ah oui, bien sûr. Où j'avais transformé une tenue de maintien de l'ordre en une tenue d'intervention, où au lieu d'avoir le petit blouson que nous avions en maintien de l'ordre, la tenue qu'on appelait 4S, bien sûr. Avec l'arme en dessous, moi j'avais mis le ceinturon par-dessus, un étui bricolé, on avait au départ le Mac 50, vous l'avez expliqué dans le livre. Un étui bricolé traditionnel avec un pistolet pour dégainer rapidement. Dégainer rapidement, bien sûr. Ce qui était contraire à la déontologie gendarmique, où l'arme doit être, à juste titre, utilisée qu'à bon escient, mais où elle est reliée avec une dragonne qui doit avoir un enroulage particulier, bien sûr.
qui fait que lorsque vous tirez l'arme, la dragonne se déroule, C'est ça. mais on ne peut pas vous la prendre. Enfin voilà, toute une... Oui, une déontologie. toute une mentalité Ouais. gendarmique qui était contraire à ce que l'on changera, nous, à travers l'intervention. Bien sûr. Où on passera d'une gendarmerie traditionnelle de l'époque, Ouais, qui ouais. correspondait à l'époque, Bien sûr. à une gendarmerie qui aurait évolué en fonction de la menace et D'accord. de la mission. Et où l'intervention deviendra, disons, le point le plus important de la formation, puisque au lieu de subir, le mot intervention, c'est on agit, on y va. Bien sûr. Et ce qui fait que pour tous les généraux qui étaient, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, hein, des généraux. D'accord. Je ne fais pas me faire que des amis, mais c'est pas comme maintenant. Maintenant, des généraux, Il y en a beaucoup. je crois qu'à l'époque, il devait y en avoir 17 ou 18. Et alors que maintenant, il y en a. Je ne sais plus, une 60, D'accord. 70, D'accord. pour arriver à plus de 100, je crois, prochainement. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, il n'y avait pas beaucoup de généraux, il y avait aussi beaucoup de colonels, mais qui étaient tous, contrairement à ce que je voulais mettre en place, qui étaient tous dans une doctrine qui était une doctrine très classique, très codifiée par quelque chose qui, heureusement, n'existe plus, le décret du 20 mai 1903, D'accord. qui codifiait toutes les actions du gendarme et la manière d'intervenir, D'accord. avec des choses aussi surréalistes Ouais. que le manque C'est de ça. munitions C'est ça. sera compensé par de solides connaissances techniques. Ce qui, en matière de tir, ne rend pas vraiment, donne pas vraiment une grande efficacité au tireur. Mais je l'ai sauté du coq à l'âne. Justement, je revois Yves Montand dans Police Python 357 qui dégaine, on va dire comme un cow-boy, mais c'est pas le cas. Ouais. Et il tire. Et c'est vous qui l'avez enseigné à cette époque ou il a, Non, ou c'est un rapport à, il a vu ça quelque part peut-être. Non, c'est parce que les Américains, Ah voilà, à l'école du FBI, c'est ça. avaient cette tenue à deux mains D'accord. du pistolet, que Raymond Sazia, qui a été le premier à dire que le tir à l'arme de poing avait une importance dans la police, Efficace. avait ramené de son stage qu'il avait fait Aux États-Unis. aux États-Unis à Quantico.